Aujourd'hui, je vous emmène en Champagne dans une maison que j'apprécie particulièrement, qui est la maison Charles-Heitzig. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles maisons de Champagne. Elle a été fondée en 1851 par Charles Heitzig, qui est issu d'une famille de champenois, établie en tout cas en Champagne. Et le nom doit vous faire rappeler une autre maison de Champagne, qui est la maison Piper-Heitzig, qui est une maison qui était la maison de famille à l'origine, qui s'appelait Champagne-Heitzig. Donc Charles Heitzig étant une émanation indépendante du fils Charles Heitzig. Et la maison Piper-Heitzig, il y a eu effectivement des mariages entre la famille Heitzig et Piper, qui a donné à Piper-Heitzig, et aussi des Henriot dans la famille. Donc tout cela était quand même, entre Henriot et Piper-Heitzig, était extrêmement rapproché. Charles Heitzig a décidé lui-même de fonder sa maison avec sa propre vision, et c'est extrêmement intéressant de voir son cheminement parce que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs apports énormes pour la Champagne. La première, et pas les moindres, c'est de viser le marché des États-Unis, ce qui à l'époque était complètement nouveau. Et donc, il est allé aux États-Unis, à New York en particulier, et il s'est fait connaître là-bas. Il a fait connaître le champagne, et son champagne, tout particulièrement, à telle enseigne qu'on l'appelait Champagne Charlie. C'était son surnom. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui a tout de suite compris l'importance des caves. Et pour lui, finalement, l'essentiel du champagne se fait dans les caves. Et aujourd'hui, on voit dans le modèle, évidemment, il y a des vignerons champenois qui font tout de leur domaine, mais c'est assez rare. D'ailleurs, même les petits vignerons achètent du raisin. Donc finalement, vous avez une activité de culture qui est dans les vignes, qui dans plein de cas en Champagne, ne sert qu'une partie de la production. Il y a l'achat de raisins, qui est une fonction importante, puisque ça appartient à la maison, et les maisons comme ça, Leipzig et d'autres, vont aller nouer des relations proches avec certains vignerons et leur acheter du raisin en fonction effectivement de leur objectif de qualité. Et puis vous avez une personne qui a un rôle extrêmement important, qui est le chef de cave. Et avec Charles Heitzig est apparu effectivement ce rôle qui a pris aujourd'hui une importance capitale dans le champagne, puisque finalement le chef de cave, il ne se balade pas trop dans les vignes, si ça lui arrive, mais ce n'est pas son métier principal. Son métier principal est de tirer le meilleur parti des raisins qu'on lui apporte, que ces raisins viennent du domaine ou qu'ils viennent d'achat de raisins. Et finalement, son rôle, c'est produire les meilleurs champagnes. Les meilleurs champagnes, parce que il est rare qu'une maison produise qu'un seul champagne. Enfin, j'en connais pas. Donc, une grande variété de champagnes, ça peut être des champagnes millésimés, des champagnes bruts sans année, ça peut être des cuvées particulières, et c'est ce qu'on va voir avec la maison Charles Heitzig. Et donc, il a eu cette vision-là, et l'autre vision qu'il a eue, effectivement, c'est à partir des caves, de se concentrer sur les crayères. Donc, vous savez bien que la Champagne est très riche en craie, et donc cette craie a permis de creuser des caves qui sont aujourd'hui des patrimoines historiques exceptionnels, et la maison Charles-Heitzig ne déroge pas à cette règle, a effectivement des caves qui sont creusées dans les crayères de la Champagne. Donc ces trois aspects-là ont fait que cette maison-là a pu se développer avec sa personnalité propre, mais aussi en contribuant au paysage champenois. Alors il y a quand même des choses assez particulières que j'ai apprises en fait en allant à la cave du château à Paris, dans le 8e, où la cave du château organisait une masterclass des champagnes de Charles Heitzig, et la personne qui nous recevait en dehors des caves, c'était Cyril Brun, qui a été pendant très longtemps le chef de cave des champagnes Charles Heitzig, et qui venait juste de quitter son poste,
et donc nous a donc annoncé qu'il quittait la maison chalaïtique. Et donc depuis, il a été remplacé par une dame qui s'appelle Elise Lofelt. Mais Cyril Brun est un personnage à part entière du champagne chalaïtique. Maintenant, il n'y est plus. Et depuis, j'ai appris quand même qu'il a été nommé chef de cave d'une superbe maison en Italie que j'aurai, j'espère, l'occasion de partager avec vous, qui s'appelle Ferrari, comme les voitures. Ça n'a pas grand-chose à voir et ça produit probablement ce qui, pour moi, est un des meilleurs vins pétillants de tradition à la champenoise, je dirais, du monde. Ça rivalise avec les plus beaux champagnes et les plus beaux vins pétillants. Mais là n'est pas le sujet, puisque maintenant Cyril Brun s'est lancé dans une autre vie en dehors de la France, mais en tout cas, il a marqué de son empreinte les champagnes chalaïtiques, et en particulier, il a continué sur cette lancée du brut des millénaires, qui avait été initiée par son prédécesseur, qui est une sorte de champagne un peu secret. En tout cas, il est né dans le secret de la maison, puisque même la direction ne savait pas que le chef de cave de l'époque faisait vieillir de manière très longue les champagnes. Et donc nous avons eu l'occasion ce jour-là d'échanger avec Cyril Brun, qui est un personnage extrêmement sympathique et passionnant, et nous avons goûté plusieurs champagnes. Alors j'ai en souvenir un premier champagne qui était un blanc de blanc, ensuite le Brut Réserve, puis ensuite nous sommes passés à un millésimé qui est un 2013, et nous avons fini temporairement sur le fameux Brut des millénaires 2007. Nous n'avons pas eu l'occasion de déguster la cuvée Charlie, qui est une cuvée que Cyril Brun a remise à l'ordre du jour, qui avait disparu du portefeuille de champagne de la maison chalaïtique, et qui est une cuvée assez rare, donc plus difficile à trouver, mais il nous a quand même fait la surprise de nous faire goûter un millésimé 2006 et un plus vieux millésimé des années 90, je ne me souviens pas exactement de l'année. Donc c'est un champagne qui devait avoir plus de 25 ans, plus d'un quart de siècle, qui n'avait pas d'étiquette et qui était absolument super. Tout cela dans le cadre magnifique de la cave du château dans Paris. Alors, je profite donc de l'ouverture aujourd'hui d'une bouteille de champagne chalaïtique quelques mois après cet événement. Très précisément, pour moi, c'était il y a 8 mois, 7-8 mois, et pratiquement 9 mois. Mais j'ai gardé ce souvenir très fort dans ma mémoire, et donc j'ouvre aujourd'hui une bouteille d'ailleurs que j'ai achetée ce soir-là, qui est en fait un Brut Réserve. Alors, on voit souvent Brut Réserve sur des bouteilles. Et alors, déjà, je voudrais préciser que chez Chalaïtique, tous les vins sont dosés. Vous savez que dans le champagne, il y a la liqueur qui permet de doser le champagne, et qui parfois, certains champagnes sont à brut zéro, c'est-à-dire sans aucun dosage. La maison chalaïtique, en tout cas Cyril Brun nous l'a clairement expliqué, la philosophie est toujours de doser évidemment avec parcimonie, mais pour donner un peu de côté festif, d'une certaine façon, donner un peu de tension, et en fait le dosage par le biais du sucre, même si ce n'est pas beaucoup de sucre ajouté, assez peu de sucre ajouté, surtout quand c'est fait avec parcimonie, et qu'on est dans un brut, permet au champagne de vieillir beaucoup plus longtemps, puisque on sait tous que le sucre, le vin mange son sucre avec le temps, et pendant qu'il mange son sucre, il continue à vivre et il continue à évoluer et se développer favorablement et même en mieux. Donc, un champagne brut sans année de Haïtique, il faut bien garder la date de dégorgement. Ce que je vais goûter ici, c'est un dégorgement récent, mais il y a des dégorgements qui sont beaucoup plus anciens,
et ça peut donner lieu à des champagnes absolument fabuleux. Et l'autre point particulier de ce brut réserve, c'est justement le mot réserve qui n'est absolument pas galvaudé ici, parce que dans le champagne brut sans année, vous savez, il y a une base d'une année, ça peut être 2015 ou 2016 aujourd'hui, ou 2018, et avec des vins de réserve. Et chez Chalaïtik, la proportion de vins de réserve est très élevée, et ce qui confère effectivement à ce champagne d'abord un lissage sur des années, mais aussi une capacité de vieillissement. En fait, c'est un champagne qui a déjà du coffre et de la bouteille, puisqu'il a été procédé à un assemblage de plusieurs millésimes, parfois sur des vins de réserve qui peuvent avoir jusqu'à 10 ans de plus. Donc tout cela donne évidemment des champagnes, même sur ce qu'on peut penser être brut sans année comme étant la cuvée de base, quelque chose d'assez assez singulier et assez exceptionnel. Donc voici la bouteille, donc Chalaïtik, brut réserve. Je vais regarder si je vois une date de dégorgement, que je n'ai pas eu l'occasion de regarder tout à l'heure. Ça a été dégorgé en 2022. Voilà, donc ça a un peu plus d'1 an de dégorgement. Voilà, je l'ai ouvert tout à l'heure. Là, je l'ai laissé s'aérer au frigo pour qu'elle reste fraîche. Alors, j'en profite pour dire, sans aucune publicité de ma part, je vous présente ce que moi je considère comme étant une des meilleures coupes de champagne. Elle a été dessinée par Philippe Jamès, l'ancien sommelier d'Écreillères à Reims, qui est une institution que j'ai eu la chance de visiter, et c'est une expérience inoubliable. C'est un endroit unique au monde et où effectivement c'est un temple du champagne, parce qu'on est en plein cœur de Reims. Et Philippe Jamès a été sommelier d'Écreillères pendant quelques années, et il a pensé, il a réfléchi à la forme d'une coupe de champagne ou d'un verre de champagne, et il a imaginé cette forme-là, qui est une sorte de tulipe un peu plus évasée, et qui est fabriquée par un verrier qui s'appelle Lehmann. Et franchement, c'est pour moi un plaisir immense de déguster des champagnes. Il y a la légèreté à la fois du verre, du cristal, mais il y a aussi le plaisir de retrouver les arômes, parce qu'en champagne, c'est pas parce qu'il y a des bulles qu'il n'y a pas des arômes forts, et on va vite le voir. Donc déjà, la robe est, genre, je viens de le verser, il faut laisser un tout petit peu la robe se tranquilliser. Voilà, c'est une robe avec des bulles extrêmement fines, perlantes à fond, avec deux points là en bas de cette belle coupe qui ressortent là et qui sont d'une immense régularité, une couleur assez dorée. Et donc, j'attaque la dégustation et puis je reviendrai sur le nez tout à l'heure. Alors, du fait du dosage, il y a toujours un côté assez délicieux et assez, je dois dire, assez savoureux dans un champagne de la maison Chalaïtik. C'est tout de suite festif, mais c'est tout de suite beurré, c'est un perlant d'une grande finesse, et tout de suite il y a un développement assez majestueux en bouche, qui est d'un grand agrément, comme un plaisir extrêmement fruité, tout en étant dans la finesse. Alors, le toucher de bouche est
est vraiment d'une grande délicatesse, tout en petites pointes. Bien entendu, il y a une très belle prise de mousse, et c'est ce qu'on attend d'un jeune champagne. On l'attend moins d'un champagne qu'on aura fait vieillir plus longtemps. Ou même cette bouteille-là, si je la garde ouverte pendant une semaine, ce qui m'arrive de faire, j'ai parfois un plaisir différent, parce que je perds d'un côté le perlant, mais je retrouve plus facilement d'autres arômes. Et puis, il y a ce côté extrêmement savoureux, un peu fait penser parfois à une tarte au citron meringuée, une belle tarte au citron meringuée, avec un mélange un peu d'agrumes, mélange d'agrumes, de côté beurré, côté un peu crémeux, et puis une pointe de fruits exotiques, un peu litchi, un peu ananas en fin de bouche, et surtout une grande et très étonnante présence. Et au nez, on a un nez, là on sent quand même les crayères, la craie, on a ce nez très pierreux, très sec, très droit, et alors, parce que j'ai sans doute fait à l'envers, c'est-à-dire que je suis arrivé au nez à la fin, on n'a pas forcément ce côté gras qu'on trouve en bouche, et c'est tant mieux parce que finalement c'est un nez extrêmement bien défini et d'une grande présence. Je vais prendre une toute dernière gorgée avant de vous quitter. Ce qu'on recherche souvent dans les champagnes, c'est ce contact extrêmement immédiat, direct, tactile à la fois, et effectivement ce perlant qui vous embellit votre journée, votre soirée, comme ce fut le cas ce soir. C'est un grand moment de dégustation. Pour moi, ça a été une grande expérience de goûter toutes ces cuvées, et c'est avec plaisir que je vous fais un compte-rendu, même plusieurs mois après, parce que j'ai encore des souvenirs très marquants de certains champagnes, en particulier de celui qui datait des années 90, sans étiquette, qui était vraiment une merveille. Et voilà, donc j'arrive au bout. J'espère que ça vous a donné envie d'ouvrir une bonne bouteille de champagne, quelle qu'elle soit, hein, pourvu qu'elle soit bien faite, avec un bon chef de cave qui sait bien réaliser de beaux champagnes, comme c'est le cas ici. En tout cas, avec le style charésique, avec la nouvelle chef de cave, je ne pense pas que le style va changer de manière diamétralement opposée. Il y aura sans doute de la continuité. Il y a surtout et toujours cette personnalité très particulière de ces champagnes-là, qui sont des champagnes très festifs, très gourmands et voluptueux en bouche, avec un plaisir sans cesse renouvelé. Voilà. Je voulais absolument partager ce moment avec vous, revenir sur cette belle dégustation, et puis là-dessus, je vous dis santé et à bientôt.